On dit de l'Inde qu'elle est la plus grande démocratie du monde. Une puissance silencieuse, à la recherche de l'homme fort qui lui donnera toute sa place et son équilibre entre tradition et modernité. Avec une population de 1,3 milliard d'habitants qui va bientôt dépasser la Chine et une puissance économique incontournable, la 5e mondiale, l'Inde du XXIe siècle est surtout un monstre en pleine métamorphose, engagé dans une course à la modernisation pour réduire les inégalités et devenir le pays de tous les records. Avec la 2e armée mondiale et son rang de puissance nucléaire pivot entre la Chine et l'Occident, l'Inde revendique aujourd'hui une place parmi les puissances militaires mondiales stratégiques. Après un siècle de colonisation anglaise, après une indépendance gagnée en 1947 par Gandhi et son bras droit Nehru, dans le plus grand pacifisme, et après 60 ans de pouvoir de la dynastie des Nehru-Gandhi, un homme du peuple, issu de l'opposition, prend la tête de l'Inde en 2014 avec la promesse d'un nouveau départ. Narendra Modi, un nationaliste de droite, est le nouvel homme fort de l'Inde et de la planète, le 3e homme politique le plus suivi au monde sur Twitter. Modi est un personnage hors du commun. Il a été expert dans la fabrication de son image. Je suis un autodidacte. Mon père vendait du thé, ma mère était femme de ménage. Je viens d'une caste inférieure. Choisissez-moi comme Premier ministre et je créerai 20 millions d'emplois. Modi a une revanche à prendre sur l'histoire. Redonner à l'Inde sa pureté originelle et sa place centrale dans l'ordre mondial. L'Inde va se réapproprier son histoire, revenir à son âge d'or où il n'y avait pas de musulmans, pas de Britanniques, où nous étions tous hindous et nous étions glorieux. Modi apparaissait comme un leader puissant qui allait contribuer à rendre l'Inde fière d'être indienne à nouveau. Je souhaite que la France soit votre premier partenaire stratégique en Europe et plus largement en Occident. Modi est au centre d'une alliance inédite avec les Occidentaux contre un ennemi commun. On ménage l'Inde parce qu'on cherche un contrepoids à la Chine. Pendant longtemps, nous avons vu l'Inde comme un pays pauvre, un endroit où l'Occident envoyait de l'aide, le pays du Mahatma Gandhi, où on apprend le yoga, un endroit spirituel. Mais en fait, elle est bien plus que cela. Elle s'est développée durant la dernière décennie pour devenir l'une des superpuissances mondiales. Il s'est désigné lui-même comme le chowkidar, et ce mot signifie le gardien, le protecteur, le garde. Il a une énergie extraordinaire. C'est peut-être le meilleur orateur en hindi que le pays ait jamais connu. Mais lorsque vous regardez le message et les valeurs qu'il défend, c'est effrayant. Jamais l'Inde n'a été aussi puissante sur la scène internationale. Jamais l'Inde n'a été aussi nationaliste et autoritaire sur la scène intérieure. Qui est Narendra Modi? C'est l'histoire d'un tournant pour l'Inde et pour le monde. Pour comprendre Modi, il faut le suivre au nord de l'Inde, au cœur de l'Himalaya, dans le lieu sacré de Kedarnath. C'est ici qu'il a été initié à la puissance de la religion hindoue et qu'il a pris l'habitude de venir communier avec ses fidèles dans les moments les plus importants de sa vie. Car Modi est avant tout un fervent croyant. Comme 80% des Indiens, il prie les dieux hindous.
L'Inde est un pays où une large part de la population mène une vie spirituelle. Donc il puise dans cette pratique collective, mais il l'applique à un niveau supérieur. Il ne se contente pas de méditer chez lui. Il faut que ce soit en haut de l'Himalaya, là où vivent les dieux. Devant les caméras qui le suivent, Modi se présente comme un sage, un guide pour l'Inde et pour le monde. Modi se présente comme un gourou, c'est-à-dire une sorte de leader spirituel. En ce sens, Narendra Modi, comme Premier ministre, incarne un modèle dont on doit tirer exemple, au travers de ses actions, de ce qu'il dit, ce qu'il mange, quand il jeûne. Il incarne un modèle dont les gens doivent s'inspirer, et le peuple est subjugué. Je lui ai demandé comment il a pu concevoir un si grand nombre de projets innovants. Il a répondu « J'ai reçu un don de Dieu ». Pour parfaire son image divine, Modi ne recule devant aucun sacrifice. Après 22 kilomètres de marche à 4000 mètres d'altitude, il s'installe pour 17 heures de prière. C'est le seul homme qui aime la solitude en présence d'une équipe de tournage. Si vous regardez dans cette grotte, il y a un crochet pour pendre des vêtements qui avait déjà été placé là. C'était une grotte 5 étoiles. Et il est allé là-bas dans le seul but de projeter une image d'ascète hindou. Ça colle tellement bien avec le culte de la personnalité qu'il a cherché à construire. C'est inédit dans le monde démocratique. Comme les dieux hindous, Narendra Modi a plusieurs visages. Derrière le masque pacifiste, il a une mission à accomplir, écrite dans les années 1920 par Savarkar, l'idéologue de l'extrême droite indienne. Savarkar a développé une idéologie qui est née à la même époque que les idéologies fascistes et nazies des années 1920. Savarkar s'est inspiré de Mussolini. Et qu'a-t-il écrit dans son livre? Il dit que pour un musulman, pour un chrétien, l'Inde ne représente pas la terre sacrée ou la terre patrie. Donc l'idée est de créer une nation indienne dans laquelle les hindous sont souverains et où les minorités sont au mieux des citoyens de seconde zone, mais qui devraient idéalement être exclus du corps politique. C'est l'idéologie à laquelle le Premier ministre Modi croit et dans laquelle il s'inscrit. C'est cette idéologie que Modi applique depuis qu'il a été réélu en mai 2019. Un programme de revanche nationale qui doit rendre l'Inde aux hindous, dont le premier acte est la suppression de l'autonomie du Cachemire indien, une région autonome à majorité musulmane que l'Inde et le Pakistan se disputent. En plein été 2019, Modi entame l'exécution de son programme avec un premier coup de force. Il met fin à l'autonomie du Cachemire indien en y instaurant un brutal couvre-feu. Il s'attaque ainsi au dossier le plus brûlant de la région indo-pakistanaise, devenue l'une des zones les plus militarisées au monde. Nous avons tenu notre promesse et l'histoire se souviendra de Narendra Modi comme étant le Premier ministre qui a osé mettre en œuvre le programme qui a consolidé notre République. Il y a eu un effet de surprise, mais encore une fois, dans son assez familier, les populistes qui prennent le plus possible à contre-pied ceux qui croient encore qu'il y a des règles dans le jeu. C'est ce qui fait leur force. Et du coup, on est surpris d'être surpris parce que leur objectif, c'est de surprendre. C'est de prendre de court l'opposition, les institutions, les observateurs. Pour éviter un soulèvement de la population cachemiri, le gouvernement Modi déploie 80 000 militaires et coupe tous les moyens de communication. Les habitants du Cachemire ont été complètement coupés du monde pendant 4 mois. Leur Internet a été suspendu. On a empêché les gens de sortir, de s'exprimer. Et les histoires de drames humains s'accumulent. Certaines personnes ont appris le décès de leurs parents par des amis revenant du Cachemire. Comment pouvez-vous imposer ça à une région que vous revendiquez comme la vôtre?
Une grande purge commence alors au sein des opposants, principalement des musulmans. Plus de 4000 personnes, politiques, militants ou universitaires, sont interpellés. Cette purge a fait basculer la région tout entière dans le chaos. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont en prison. Tous les leaders, 3 ministres en chef. Il n'y a plus d'intermédiaire entre la population et l'armée. Il n'y a plus rien. En décidant d'occuper arbitrairement ce territoire autonome, Modi déclenche la colère de son voisin pakistanais. Le Premier ministre Imran Khan interpelle la communauté internationale à l'ONU et demande une commission d'enquête internationale. Number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. You were supposed to stop this happening. La communauté internationale reste muette. Elle a d'autres projets pour l'Inde de Modi. En août 2019, en pleine crise du Cachemire, le sommet des 7 puissances mondiales, le G7, qu'organise la France à Biarritz, déroule le tapis rouge au leader indien qu'il souhaite faire entrer dans son cercle très fermé. L'occasion pour Modi de parfaire l'image pacifique qu'il cultive à l'international et sa diplomatie du câlin. Quand Modi est à l'étranger, il se conduit comme un nouveau Gandhi. Il dit qu'il aime la paix, qu'il croit en la protection de l'environnement. Vous savez, il dit « La chose la plus importante pour moi, c'est la démocratie ». Modi a prévenu avant d'arriver. Il refuse de s'exprimer sur le Cachemire. Alors, pendant la conférence de presse, c'est le président américain qui répond à sa place. Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. He actually speaks very good English, we just don't want to talk about it. Pour le groupe des 7 grandes puissances mondiales, l'urgence est de contrer la montée en puissance de la Chine, et donc de nouer des liens forts avec Modi, qui pourrait être un précieux allié contre la Chine. Ceux qui réagissent négativement, ce sont précisément les Chinois, les Pakistanais, si on pouvait s'y attendre, mais les grands absents, c'est les Occidentaux. L'Occident laisse faire. Et c'est bien le signe qu'on ménage l'Inde. On ménage l'Inde pour des fins commerciales, assez simples à comprendre. On y voit un marché d'armes, mais pas seulement. Pour comprendre le coup de force de Narendra Modi, il faut remonter dans l'histoire de l'Inde et l'histoire d'un homme, remonter l'itinéraire tourmenté de l'enfant du Gujarat. Narendra Modi est né à Vadnagar, dans l'État du Gujarat, en 1950, dans une Inde qui vient à peine d'être libérée de la colonisation britannique grâce à 2 figures historiques, le Mahatma Gandhi et Nehru, son bras droit. Une Inde qui tente de réinvestir son histoire, sa culture et son identité après des siècles d'invasion et d'occupation. Modi est le 3e d'une fratrie de 6. Ses parents, issus d'une caste modeste, tiennent une petite épicerie. Très tôt, le jeune Narendra travaille avec son père. Petit, je vendais du thé dans les trains. Ma mère faisait le ménage chez les autres. J'ai vu la pauvreté de près. Elle a même été ma première source d'inspiration dans la vie. C'est pour cela que j'ai décidé que je vivrais non pas pour moi, mais pour les autres. La légende veut que son père, qui venait d'une caste de presseurs d'huile, tenait on peut dire un stand de thé sur le quai de la gare de leur bourgade et que lui servait le thé quand il était enfant. Ça, c'est très important dans la légende de Narendra Modi parce que ça veut dire qu'il est un self-made man. Il est celui qui a réussi à s'élever. Il est donc du peuple contre les élites. Comme la plupart des jeunes de son village,
Narendra Modi est pris en charge par les volontaires de la milice nationaliste hindoue, appelée RSS, inspirée des mouvements fascistes européens, créés en 1925 sous la colonisation britannique, pour apprendre aux hindous à s'affirmer et à se libérer des influences étrangères. Modi se lève à l'aube tous les matins pour endurcir son corps et écouter des discours patriotiques. À l'âge de 8 ans, le Premier ministre Modi a rejoint le RSS, une organisation nationaliste hindoue. Certains disent que c'est comme chez les scouts, que c'est une organisation patriotique. Et d'autres disent que c'est un peu plus sombre que cela. À 7-8 ans, c'est surtout des jeux qu'on leur propose. On les fait jouer à l'équivalent de la balle aux prisonniers. Mais c'est vrai qu'il y a de la discipline derrière, puisque d'abord, il y a un uniforme. Calot noir, chemise blanche, short kaki, et puis le lati, le fameux bâton bambou avec un bout ferré. Cette discipline, elle se traduit aussi par du maniement d'armes blanches, une forme de formation aux arts martiaux. Le jeune Modi apprend à défiler, à lever le drapeau, mais aussi à se battre et à défendre les valeurs de l'hindouisme. Car pour la milice nationaliste du RSS, après l'occupation britannique, le nouvel ennemi à renverser est le parti au pouvoir, le parti du Congrès des Nehru-Gandhi, trop proche des anciens colons britanniques, et qui a fait l'erreur d'accepter la partition de la Grande Inde entre l'Inde et le Pakistan. Il y a aussi des séances d'endoctrinement où on raconte l'histoire de l'Inde, de l'âge d'or hindou, les hindous étant présentés comme évidemment les plus anciens peuples sur Terre. Et ça, c'est effectivement ce qui va devenir prédominant à mesure qu'ils grandissent, les membres de cette organisation. Ils vont finir par être idéologisés. Ceux qui ne le sont pas s'en vont. Ceux qui restent le deviennent. Et c'est son cas. Il se dévoue à l'organisation. Modi est plus attiré par l'enseignement de la milice nationaliste hindoue que par l'école, où il tient tête à ses professeurs et forge son caractère. À 15 ans, en 1965, Modi voudrait quitter l'école et rejoindre l'armée indienne en pleine guerre contre le Pakistan. Mais ses parents ont d'autres projets pour lui. Un mariage arrangé avec une jeune fille de la même caste. On l'a marié alors qu'il était enfant. Il y a une tradition de mariage arrangé en Inde. Sa famille lui a trouvé une fille du même âge et les a mariés. Ils étaient supposés vivre ensemble à l'âge adulte. Il n'a pas eu son mot à dire. Anéanti par ce mariage forcé, Modi prend alors une décision qui va changer le cours de sa vie. Il décide de quitter le foyer familial et de s'enfuir dans l'Himalaya. Il n'a aucune envie de consommer ce mariage et de vivre avec son épouse, donc il va partir, il va abandonner son épouse et il s'en va, dit-il, poussé par une quête spirituelle. Donc il va se retrouver au Bengale d'abord, il traverse toute l'Inde d'ouest en est. Et puis il dit être ensuite passé dans l'Himalaya où il a vécu en ermite, en ascète. 2 mystérieuses années pendant lesquelles Modi rencontre notamment des intégristes hindous. Hébergés dans des ashrams par des moines sadhus, des ascètes qui ont renoncé à toute vie matérielle et qui remettent en cause la culture occidentale trop superficielle. Modi est alors subjugué par la pureté de la religion hindoue. J'ai beaucoup marché dans l'Himalaya. Je me suis rendu dans l'ashram de Vivekananda, à Almora. Je me suis tourné vers la spiritualité, mais parallèlement, j'étais toujours influencé par le patriotisme. C'était un mélange. Impossible de séparer les deux. À son retour de voyage, Modi est sûr de son destin. Pour réaliser la synthèse entre la religion et l'idéologie, c'est la milice nationaliste hindoue qu'il a formée dès son plus jeune âge qu'il décide d'épouser. Une nouvelle vie commence alors pour lui. À 23 ans, en 1973, Modi est présenté au nouveau grand chef du RSS, Deoras. C'est le coup de foudre. Il devient son mentor, son père spirituel.
Le leader radical transmet à Modi l'exaltation, mais aussi l'art de l'éloquence. C'est lui qui forme Modi aux racines de l'idéologie nationaliste hindoue, écrite par Savarkar et ses successeurs. Une idéologie de revanche, née des blessures de l'histoire indienne avec la colonisation britannique et avant, avec les invasions musulmanes qui ravageaient et occupent l'Inde du Xe au XVe siècle. Le nationalisme hindou est une réponse tardive à un phénomène qui a tourmenté l'Inde pendant un millénaire, à savoir les invasions des armées musulmanes venant de l'Asie centrale. Donc, durant un millénaire, l'Inde a été vandalisée à maintes reprises, pillée par des armées qui arrivaient de l'autre côté de la frontière ouest. Une grande partie du patrimoine de l'Inde a été détruit au cours de ces raids. Et de nombreux hindous ont été massacrés et convertis de force à l'islam. Quelques siècles plus tard, au XIXe siècle, les Indiens subissent de nouvelles violences et humiliations avec la colonisation britannique. Vous savez, l'impérialisme a été la plus grande malédiction pour la civilisation hindoue, que ce soit l'impérialisme anglais ou portugais qui a asservi le peuple. Cela reposait essentiellement sur le présupposé que certaines personnes sont supérieures. Et au nom de la mission civilisatrice, ils ont exploité les ressources et les êtres humains. Ils ont changé notre langue, ils ont imposé leur religion, ils ont humilié les peuples autochtones qu'ils déclaraient arriérés et non civilisés. Ils ont détruit notre propre pensée. Depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, les nationalistes rêvent donc de prendre leur revanche et de construire un État purement hindou sur les territoires sacrés de l'Inde des origines. C'est un message très puissant que vous envoyez à vos partisans quand vous dites « L'Inde va se réapproprier son histoire, revenir à son âge d'or où il n'y avait pas de musulmans, pas de Britanniques, où nous étions tous hindous et nous étions glorieux. Nous avions la meilleure science, la meilleure religion, nous avions toutes les connaissances dont le monde avait besoin et nous allons retrouver ce passé. » Formé par les plus grands idéologues, Narendra Modi maîtrise maintenant parfaitement la rhétorique nationaliste hindoue. Il peut commencer à affirmer ses ambitions politiques. Modi devient incontournable dans les arcanes du parti hindou à New Delhi. Secrétaire national puis porte-parole, il est de plus en plus médiatique, prêt pour affronter un destin national. En 2002, en pleine campagne pour les élections législatives, Modi est envoyé par le parti dans son état natal du Gujarat pour remplacer un titulaire affaibli. À 51 ans, après 30 ans à l'ombre de ses mentors, Modi décide de relever le défi. Cette fois, c'est sa propre campagne qu'il va devoir orchestrer. Mais à peine arrivé, un événement tragique vient bouleverser son programme. Alors qu'il rentre du 10e anniversaire de la destruction de la mosquée à Ayodhya, 58 fondamentalistes hindous, hommes, femmes et enfants, périssent dans l'incendie de leur train, arrêtés dans une ville à majorité musulmane. Aussitôt, les hindous accusent les musulmans d'avoir mis le feu au train. Modi arrive sur les lieux pour rendre hommage aux fidèles. Personne ne sait vraiment qui a allumé ce feu et comment c'est arrivé. Ensuite, Modi s'est rendu sur place. Il a ordonné que les corps soient ramenés et exposés pour que les gens puissent exprimer leur peine. Dès le lendemain, des violences éclatent contre la communauté musulmane, jugée responsable de ce drame. Modi n'intervient pas. De violentes émeutes se propagent dans tout le Gujarat. Plus de 2000 personnes, principalement des musulmans, sont victimes de pogroms.
Ce que l'on sait, c'est par le témoignage d'un des policiers, Sanjeev Bhatt, il est en prison à l'heure actuelle, qui indique que le 27 février au soir, dès le 27 février au soir, Narendra Modi convoque dans sa résidence de chef du gouvernement de Gujarat les responsables de la police pour leur demander de ne pas intervenir pendant au moins 3 jours. Excellent work they have done. Within 72 hours, we were able to control such a violence. More than 500 people dead, most of them innocent civilians, and you're calling this excellent work? I'm not happy what happened, but what we have done, I'm happy. Monsieur Modi a soudain réalisé qu'il avait découvert une mine d'or, qu'il y avait là une société très clivée et qu'il allait pouvoir l'exploiter politiquement. Il a décidé d'avancer les élections. Il a réalisé que les émeutes, les divisions et le sentiment anti-musulman créé au Gujarat lui donnaient l'opportunité de capter les votes hindous. Et en décembre, il y a des élections et Modi remporte une majorité absolue avec plus de 50% des voix, ce qui est exceptionnel en Inde. Modi a désormais trouvé sa stratégie de campagne et son électorat. Mais en Inde, comme sur la scène internationale, il incarne désormais la ligne dure du nationalisme. Le Royaume-Uni a coupé tout lien avec lui et il est interdit de séjour pour 10 ans aux États-Unis. Pour partir à la conquête de l'Inde et du monde, Modi va devoir trouver comment adoucir son image et redorer son blason. Modi se passionne pour les nouvelles technologies qui lui permettent d'établir un lien direct avec le peuple, comme les hologrammes, qu'il est le premier au monde à tester. For the first time in world's political history, Shri Narendra Modi created yet another benchmark when he took stage to address his audience via 3D hologram projection. Il a projeté son avatar en utilisant une technologie holographique importée d'Angleterre à un coût astronomique. Et les gens étaient fascinés. Ils se disaient « Mon Dieu, il nous transporte si loin dans le futur ». Et il a appâté les électeurs en faisant différentes promesses. Ces instruments de communication étaient manifestement les meilleurs au monde. Ce qui était remarquable, c'était son aisance sur scène. Il disait « Ceux parmi vous qui êtes au sud, près de l'océan Indien, je vous vois agiter vos mains. Bonjour, comment allez-vous » Et il ajoutait quelque chose dans la langue locale. Puis il disait « Je peux même voir les gens du Cachemire ». Et il regardait en l'air et pointait son doigt comme s'il saluait les gens du Cachemire. C'est un acteur tellement brillant. Je suis certain que M. Modi a pris des cours de théâtre. Il a vraiment bien appris son métier. En 2014, en pleine campagne électorale pour prendre la tête de l'Inde, Modi est devenu le pionnier des réseaux sociaux. Pour contourner les médias grand public qu'il juge trop critiques, il a derrière lui une armée de trolls pour promouvoir son image sur Internet, une émission de radio quotidienne et sa propre chaîne de télévision sur YouTube. Notre travail était facile car le Premier ministre était un messager remarquable et il délivrait un message remarquable. Alors tout ce qu'on avait à faire, c'était de le diffuser de manière plus moderne. Nous avons donc utilisé des dessins animés, des images virales, des caricatures. Chaque support possède ses propres avantages. Sa campagne électorale était l'une des machines les mieux huilées au monde. Il semblait avoir des réserves d'argent inépuisables. Il a déployé à travers le pays une armée de collaborateurs extrêmement talentueux et très calés en technologie qui ont construit une base de données et ils savaient comment cibler les électeurs. Modi répond aux attentes du peuple en promettant de lutter contre les inégalités, la pauvreté et la corruption.
Mais il casse surtout les codes de campagne de son parti en mettant en avant sa propre image. C'est un leader fort et, vous savez, à l'origine, au tout début de sa première campagne, il se vantait de son tour de pectoraux de 142 cm comme le symbole de sa puissance et de sa force. Et cette image de puissance, de solidité, de discipline et de pouvoir presque divin a été fabriquée et dupliquée et propagée à l'infini. Je construirai des villes intelligentes. Je nettoierai le Gange. Je transformerai l'Inde en un pays développé, peut-être même en une superpuissance. Donnez-moi cette opportunité. C'est un idéologue. Mais plus important encore, c'est un narcissique. Il aime se mettre en avant. Il croit en ses propres capacités. Il se sent investi d'un destin. C'est ça. C'est typiquement ça, une campagne électorale de Narendra Modi. C'est jouer sur les émotions, les images, et finalement éluder tous les aspects, on peut dire, concrets de politique publique. Il n'a aucun intérêt pour véritablement l'économie, la finance, et il n'est pas là pour ça. Le 10 juin 2014, à 63 ans, Narendra Modi atteint enfin son but. Il est élu à la tête de l'Inde. Il va pouvoir mettre en œuvre son programme. Modi a promis de faire du pays la deuxième puissance mondiale après la Chine et de partir à la conquête du monde. Modi fait alors sa première apparition sur la scène mondiale en leader pacifiste et spirituel, le 21 juin 2015. Il vient de décrocher sa première conquête pour faire rayonner l'Inde dans le monde. Une journée internationale du yoga qui aura lieu aux quatre coins de la planète chaque année, le 21 juin. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए Diriger une séance de yoga avec 20 000 personnes n'est plus du yoga, c'est du spectacle. Le yoga, par son essence, ne consiste pas à se contorsionner et faire de l'exercice. C'est quelque chose de très personnel. Ce n'est pas un entraînement de masse que l'on voit dans les régimes totalitaires. Alors qu'en Inde, les opposants au Premier ministre dénoncent une coûteuse opération de communication et de prosélytisme de l'hindouisme, Modi s'impose à l'étranger comme le gourou du monde, avec des millions de fidèles réunis quasiment simultanément sur toute la planète, à Berlin, Kaboul, New York, Paris, Sydney. Une grande opération d'influence et de rayonnement international. Lorsqu'il est à l'étranger, et particulièrement dans les démocraties occidentales, il aime être vu comme l'un des leaders démocratiques qui portent le poids du monde sur ses épaules. Bien sûr, c'est lié à l'idée de diplomatie douce, du soft power. Quand vous faites du yoga, quelle que soit la manière dont vous le pratiquez, rappelez-vous simplement que c'est quelque chose qui a commencé en Inde et par conséquent, vous ressentez de la sympathie pour l'Inde. Avec cet événement fédérateur, Modi a tenu sa promesse de restaurer la fierté nationale des Indiens. Il a aussi regagné la confiance des Occidentaux en un temps record et décroché une place toute particulière à la table des grandes puissances. Derrière son masque de leader spirituel, Modi est aussi un vrai chef de guerre qui veut faire de l'Inde une puissance militaire mondiale de premier plan. Dès qu'il arrive au pouvoir, il organise une grande démonstration de force de la marine indienne pour tenir à distance ses deux voisins ennemis historiques, le Pakistan et la Chine, mais aussi pour ouvrir les négociations avec les grandes puissances occidentales, prêtes à le soutenir dans ses ambitions militaires.
Car depuis la montée en puissance hégémonique de la Chine, l'Inde se retrouve au centre de toutes les attentions. Une discrète alliance des plus grandes puissances mondiales courtise Modi. L'Alliance Indo-Pacifique, créée sous l'impulsion des Japonais et des Américains, avec les Australiens, pour contrer l'expansionnisme chinois dans le Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est la région dans laquelle le futur système global, l'économie mondiale, s'écrira. Cette région se trouve dans le voisinage immédiat de l'Inde. Elle est fondamentale pour la prospérité de l'Inde, car une large part de notre commerce dépend des eaux des océans Indien et Pacifique. C'est fondamental pour notre sécurité. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de l'Inde? Durant cette dernière décennie, le pays s'est développé pour devenir une superpuissance et bientôt la troisième économie de la planète. Et alors que l'Occident pensait auparavant que les problèmes mondiaux pouvaient se résoudre simplement entre les États-Unis et l'Europe, on voit que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le seul contrepoids à la Chine qui pèse suffisamment, en tout cas en termes militaires, c'est l'Inde. Y compris du point de vue de ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, cette fameuse conception géopolitique qui va d'Ormuz à Malacca et qui a pour vocation de faire du containment, de contenir la poussée chinoise dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Pour renforcer la puissance indienne au cœur de la région, entre l'océan Indien et le Pacifique, et créer une force de résistance conjointe, l'Alliance Indo-Pacifique propose à Modi d'intensifier leurs entraînements militaires communs et de renforcer ensemble leur position dans la région. Le Premier ministre Modi est arrivé au pouvoir à un moment où l'Inde était prête à assumer ce rôle. Il l'a bien compris, et c'est ce qui a fait la différence. Il y a aujourd'hui des exercices militaires entre ces grandes puissances, et bien que personne ne le dise, c'est clairement un avertissement pour la Chine. L'Amérique a voulu que l'Inde sorte de sa coquille pour devenir le leader d'une région en plein essor et un partenaire de confiance pour l'Occident. En participant à l'Alliance Indo-Pacifique, Modi tente de lutter contre l'encerclement chinois des routes de la soie qui implantent des ports et des bases navales le long des côtes indiennes. Il y a quelque chose que les Chinois appellent le collier de perles. Il ne s'agit pas vraiment de bases, mais de ports où ils peuvent obtenir du matériel pour leur flotte militaire et leur flotte commerciale. Pour l'Inde, c'est un vrai problème, car un grand nombre de ces ports sont quasiment à ses frontières. Il y en a au Bangladesh, au Sri Lanka, ils construisent beaucoup au Pakistan. Ils ont aussi maintenant une base militaire à Djibouti. Et les gens de la région, en particulier l'Inde, observent cela avec inquiétude. Alors que font-ils? Naturellement, ils cherchent à se faire des alliés. Modi s'appuie donc sur les ports et les bases militaires américaines, japonaises, mais aussi de plus en plus françaises pour trouver de solides appuis et développer ses propres positions. Malgré les sourires de façade entre Narendra Modi et le chef de la Chine Xi Jinping, les tensions s'accumulent et s'aggravent entre les deux géants asiatiques. Le théâtre de conflit le plus important se trouve au sommet de l'Himalaya, à 4000 mètres d'altitude, le long de leurs frontières communes, sur quelques 3380 km. Le 16 juin 2020, Modi est en visite au Ladakh, une des zones les plus tendues, revendiquée par les deux puissances nucléaires où les militaires indiens et chinois se font face. Un affrontement violent vient d'avoir lieu et pour la première fois depuis 1975, l'armée indienne déplore 20 victimes. Le bilan chinois est tenu secret. On observe de plus en plus ce que nous appelons aux États-Unis la tactique du salami. En faisant leurs manœuvres militaires, les Chinois se rapprochent chaque fois un peu plus de territoires que les Indiens considèrent clairement comme les leurs. Et au printemps, on en a eu une démonstration dramatique au Ladakh. Rien que cette semaine-là, 20 Indiens ont été tués à la frontière. C'est donc une situation très dangereuse. Et l'Inde a vraiment pris conscience de la menace. Parmi les soldats indiens morts dans ces escarmouches,
on trouve un colonel, on trouve des hauts gradés, en tout cas un haut gradé. Et ça, c'est en plus le fruit d'affrontements à l'arme blanche, puisque les protocoles qu'ils ont signés en 93-96 interdisent de signer des coups de feu. Mais du coup, les Chinois utilisent des gourdins enrobés de fils de fer barbelés, et on retrouve les corps dans des conditions très spéciales quand les familles les récupèrent. भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर गोली देखी है और आपकी फ्यूरी भी। Depuis que la Chine a battu l'Inde lors de la guerre de 1962, l'Inde et la Chine n'arrivent pas à se mettre d'accord sur leurs frontières communes qu'ils réécrivent à leur avantage respectif et selon leur lecture de l'histoire. Chaque pays a sa propre carte, avec des frontières différentes. Et régulièrement depuis 1962, dans les zones disputées, les soldats chinois et indiens s'accusent d'incursions et multiplient les provocations. L'origine du litige dans l'Himalaya entre l'Inde et la Chine remonte à une centaine d'années, peut-être même plus. Car historiquement, l'Inde et la Chine étaient deux grandes civilisations ou deux grands États, et donc, à de nombreuses reprises, il existait des zones tampons. La démarcation de ces zones tampons n'a pas toujours donné satisfaction des deux côtés. Nous avons notre perception, et clairement, ils ont la leur. Ils se trouvent sur des territoires qui sont à nos yeux des territoires indiens. On est sur des différences majeures. Il ne s'agit pas de quelques kilomètres dans quelques zones frontalières. Il s'agit véritablement de centaines de kilomètres carrés qui sont en litige et qui d'ailleurs posent des problèmes diplomatiques. Quand quelqu'un qui vient de l'Arunachal Pradesh demande un visa pour aller en Chine, on lui dit que ce n'est pas nécessaire puisque de toute façon, il est dans un territoire que les Chinois considèrent comme chinois. Les Chinois reprochent à Modi d'avoir lancé la construction d'un réseau d'une soixantaine de routes stratégiques le long de la région contestée. Depuis les incidents meurtriers de juin 2020, les deux pays ont envoyé des dizaines de milliers de soldats et d'armements en renfort près de la frontière. Des images satellites montrent une escalade de déploiements militaires des deux côtés de la frontière. On voit apparaître de nouvelles routes et bases d'entraînement, des navires de guerre, des missiles ou des héliports. Ce n'est pas une frontière nationale, ce n'est pas une frontière reconnue, mais c'est une frontière provisoire. Ces dernières années, et sous l'impulsion du gouvernement Modi, le gouvernement indien, le système indien, a également intensifié la construction d'infrastructures de notre côté de la ligne de contrôle. L'infrastructure chinoise est toujours en avance puisqu'ils construisent depuis des décennies, mais nous rattrapons tout doucement notre retard. Cela permet d'améliorer nos capacités de patrouille et conduit parfois à des complications. Les Indiens disent à leurs soldats de ne pas tirer, mais également de ne pas reculer. Et je pense que ce n'est pas exactement ce à quoi s'attendaient les Chinois. Au même moment, l'Inde augmente son budget de défense chaque année et achète davantage de technologies militaires modernes à l'Occident et à d'autres. Alors que les Chinois reprochent aux Indiens leur rapprochement avec les États-Unis et intensifient leur contrôle à la frontière, un sentiment anti-chinois se développe en Inde. Narendra Modi a suspendu les applications chinoises parmi les plus populaires et ses services de renseignement indiens accusent la Chine d'avoir piraté ses comptes de réseaux sociaux. Pour trouver sa place dans le nouvel ordre mondial, Modi cultive ses relations avec un partenaire militaire historique, Israël, et affiche au grand jour ses affinités avec le Premier ministre
À chaque fois que l'Inde a rencontré des difficultés, que ce soit contre la Chine ou contre le Pakistan, les Israéliens lui ont apporté un discret soutien sous forme d'armement. L'Inde compte pour Israël et Israël compte pour l'Inde. Traditionnellement, beaucoup d'Indiens pensent que vous pouvez avoir soit de bonnes relations avec le monde arabe, soit avec les Israéliens, mais pas avec les deux. Le Premier ministre Modi considère que les deux sont possibles. La visite de Modi en Israël était mémorable, pour la simple et bonne raison qu'aucun autre Premier ministre n'a osé le faire par peur de troubler l'opinion publique arabe. Et je pense que c'était aussi, dans une certaine mesure, une manière de défier l'opposition en Inde, en leur disant « Vous voyez, vous avez profité de l'aide d'Israël pendant très longtemps, mais vous n'avez jamais eu le cran d'accepter Israël ouvertement. Laissez-moi vous montrer comment faire. » En plus de ses affinités militaires, Modi partage avec l'État israélien de véritables affinités idéologiques. Les nationalistes hindous voient Israël comme un modèle, comme un pays à admirer, comme un exemple à suivre. Ils voient Israël survivre et prospérer dans un océan d'hostilité. Israël est entouré de pays arabo-musulmans qui le détestent. Et néanmoins, Israël réussit à survivre. Non seulement à survivre, mais aussi à prospérer, et n'a jamais capitulé devant ses adversaires. Ils ont toujours souhaité que l'Inde imite le courage israélien, en affrontant ses propres adversaires au Pakistan. Fort d'une nouvelle respectabilité internationale et d'un modèle à suivre, Narendra Modi s'apprête à redonner à l'Inde sa gloire passée et à atteindre son idéal d'État hindou. Le 4 août 2020, à Ayodhya, Modi accomplit enfin sa mission lors d'une cérémonie historique après un siècle de bataille entre hindous et musulmans pour ce lieu saint. Modi pose la première pierre du temple qui va remplacer la mosquée détruite il y a 28 ans par les fondamentalistes hindous. C'est l'acte 2 du programme de revanche nationaliste que concrétise Modi, le symbole de la victoire de l'hindouisme sur l'islam en Inde. Nous avons continué à nous battre pendant 60 ans parce que certains groupes voulaient un temple et d'autres voulaient une mosquée. Il fallait y mettre un terme. Comment pouvez-vous construire de nouvelles choses sans guérir les blessures du passé? Avec cette victoire historique, Narendra Modi met fin à des siècles de frustration hindoue et répond ainsi à Babur, le fondateur de l'Empire moghol qui avait érigé la mosquée il y a 500 ans, probablement après la destruction d'un temple hindou préexistant. En Inde, nous n'avons jamais vraiment confronté ce passé. Et Ayodhya est devenu un symbole de ce passé oublié. Les gens regardaient les ruines et la mosquée et disaient « Comment cette mosquée a-t-elle pu exister ?» Dans la mémoire locale, il y a beaucoup de récits racontant qu'il y avait un temple qui était construit sur ce site, mais qu'à sa place, il avait été érigé une mosquée par l'un des lieutenants du fondateur de l'Empire moghol. Depuis l'arrivée de Modi au pouvoir, les nationalistes hindous ont entrepris d'effacer les traces des autres cultures, en particulier l'héritage des invasions musulmanes, pour ne conserver que l'histoire hindoue. On voit l'hindouisme promu dans les manuels d'histoire, par exemple, qui sont réécrits de manière à ce que l'antiquité hindoue soit magnifiée, et puis les invasions musulmanes, au contraire, diabolisées. Et puis on les voit victimes de campagnes, de discrimination, de ségrégation. On va les accuser de séduire les filles hindoues pour les épouser, les convertir. On va les accuser d'abattre des vaches, animal sacré par excellence dans l'hindouisme, alors qu'ils ne les amènent que d'une foire à bestiaux à leur ferme. Et au passage, ils seront victimes de violences, voire de lynchage. Fin 2019, la machine nationaliste s'emballe. Modi poursuit la réalisation des promesses radicales faites aux hindous. Quelques mois après avoir récupéré le Cachemire, puis gagné la bataille du Temple, il modifie les critères d'accès à la nationalité indienne
et réussit à faire passer au Parlement une loi qui vise à en exclure les musulmans. Le Citizenship Amendment Act, la loi qui amende l'accès à la citoyenneté, pour la première fois, fait que l'on reconnaît la religion comme un critère d'accès à la citoyenneté. Imaginez que vous êtes un musulman vivant quelque part en Inde. Quelqu'un pourrait venir taper à votre porte et vous demander de prouver que vous êtes un citoyen indien. Comment pouvez-vous prouver votre citoyenneté en Inde? Avez-vous déjà été dans les coins reculés d'Inde? Les gens n'ont rien à manger. C'est un véritable film d'horreur. Avec cette loi qui affirme la primauté des hindous, Modi accomplit le programme de revanche nationaliste enclenché en 2014. Mais il déclenche aussi d'énormes manifestations de contestation. Partout en Inde, le peuple se mobilise pour soutenir les musulmans et demander le retrait de la loi. Les protestataires qui se sont levés contre Modi ne font pas l'éloge du Pakistan. Ils ne disent pas qu'ils veulent détruire l'Inde. Ils ne sont pas des ennemis de l'Inde comme le Premier ministre aimerait les dépeindre. Pour ces gens, leur chant, c'est l'hymne national de l'Inde. Leur étendard, c'est le drapeau indien. Et leur livre sacré, c'est la Constitution indienne. Dans le quartier musulman de New Delhi, les manifestations démocratiques se transforment en violentes émeutes entre extrémistes hindous et musulmans. En février 2020, ces émeutes font plus de 50 morts et des centaines de blessés. Des militants des droits de l'homme, des membres d'ONG et même des politiciens de l'opposition se sont retrouvés derrière les barreaux. Ça n'a pas été chose facile de s'opposer et de s'élever contre le gouvernement. Pendant longtemps, les gens se sont demandé à quoi ressemblerait un État hindou. Il ressemble à ce qu'on observe aujourd'hui. Son économie s'est rétractée. Il y a une crise du chômage désastreuse. On fait comprendre de multiples manières aux minorités qu'elles ne peuvent pas être des citoyens indiens à part entière. Le Parlement et les institutions autonomes qui l'entourent ont cédé. Voilà ce à quoi ressemble la nation hindoue. L'Inde peut dormir tranquille et les atteintes aux droits de l'homme auxquelles elle procède dans son territoire n'ont encore pas fait l'objet de mise en cause, en tout cas officielle. Dans le monde des diplomates, en particulier des diplomates de carrière, il y a beaucoup d'inquiétudes à propos de ce virage vers un nationalisme hindou que prend le Premier ministre et son gouvernement. Toutefois, exprimer son inquiétude dans les coulisses ne suffit pas pour changer les comportements. Il faut que cela vienne des plus hautes sphères. Il faut que cela vienne des gouvernements, des chefs d'État en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et, si possible, dans un front uni.